à toutes, bienvenue sur C8. Vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes à la bonne horaire et vous êtes bien assis confortablement où que vous soyez, partout dans le monde pour nous regarder, chers amis. Merci d'être avec nous sur C8 et merci de votre fidélité. Un invité aujourd'hui, un petit peu de la haute comme ça, très jet set. On va prendre des nouvelles un petit peu de la jet set parisienne, essayer d'en savoir un peu plus sur ce monde qui est très étonnant. Essayer de savoir s'ils sont tous riches, hein, ces fameuses personnalités là qui font des mondanités. Avec un monsieur que j'adore, que j'ai rencontré il y a très longtemps. Il s'appelle monsieur Emmanuel Debrandt. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Jordan. Vous allez Est-ce bien ? que je dis bonsoir, bonjour, je ne sais jamais. Vous savez, vous êtes On un est diffusé oiseau de nuit, vous pouvez dire bonsoir, on est le matin. Mais On vous est le pouvez dire matin, bonsoir bon si alors vous parfait. voulez. C'est très jet set de dire bonsoir Oui, un matin. On est toujours en décalage. Exactement. Je suis content de vous voir. Alors, vous n'avez rien à vendre. Je suis content de vous recevoir aussi pour ça, parce que vous allez vraiment nous parler de vous, de qui vous êtes. Et justement, pour commencer tout ceci, voici le portrait d'Emmanuel Debrandt qu'on va faire ensemble. Allez, on a tapé votre nom et votre prénom sur Internet pour regarder ce que recherchent nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Ça commence par Emmanuel Debrandt et sa compagne, les enfants, la vie privée, la compagne qui revient, les enfants qui reviennent, Pékin Express, Emmanuel Debrandt jeune, c'est toujours agréable, l'âge, et Emmanuel Debrandt, neveu de Giscard d'Estaing. Bon, on va peut-être commencer avec papa et maman, parce que c'est pas n'importe qui, on les connaît dans le milieu. Oui, enfin, on les connaissait parce que maintenant, c'est des personnes âgées. Ouais. Il y a Marina, ça c'est la maman, Oui. et papa c'est Guy Sauvage Debrandt. Exact. Alors là, ça, c'est pas les bons. Anne Anémone Giscard d'Estaing, mais c'est Voilà. pas grave, on peut y arriver. Ça c'est votre quoi d'ailleurs ? C'est ma tante. C'est votre tante, c'est Tata, voilà. C'est la sœur de mon père. La sœur de votre père, Voilà. et elle est avec Valéry Giscard d'Estaing, donc on ne se trompe pas quand on regarde sur Internet que vous êtes le neveu par alliance de Valéry Giscard d'Estaing. Exact. Vous l'avez rencontré ? Comment ? C'est mon tonton, enfin c'était. Mais oui, bien sûr, hein, on avait nos réunions de famille régulièrement, à Noël, on faisait un dîner de famille, il était toujours là. Je faisais des sketchs qui lui plaisaient pas toujours. Ah bon, c'est vrai ? Oui, toujours un peu moqueur. Il était un petit peu raide. Non, mais enfin, il aimait pas tellement qu'on se moque de lui. D'accord. Voilà. Et puis sinon, oui, bien sûr, on se voyait chaque fois qu'il y avait un mariage, un décès, des fiançailles. Oui, les réunions de famille, quoi. Ah d'accord, donc c'est quand même, je veux dire, vous n'étiez pas du tout impressionné parce que c'est quand même un ancien président de la République. Oui, mais pas du tout impressionné parce que c'était mon oncle. Ouais. C'était pas quelqu'un que je voyais Vous l'avez connu avant qu'il soit connu. Oui, exactement. Et je l'ai connu quand il était ministre des Finances du général de Gaulle. Donc, Il y avait des choses à ne pas faire avec lui, avec Valéry Giscard d'Estaing. il y avait qu'est-ce qu'il n'y avait pas à faire? Pas à se moquer de lui, comme je le dis. Il le prenait mal. Il n'y avait pas énormément d'humour sur lui-même, mais sinon, on avait tout à fait... on se tenait quand même à carreau, hein, on ne se tapait pas sur les cuisses ni rien. Mais enfin, on pouvait toujours l'interroger sur tous les sujets, et si on arrivait à caser une question avant lui, parce que lui, il avait toujours le cerveau en ébullition, et il était rapide à nous interroger, nous, sur ce qu'on pensait, puisque le point de vue de la jeunesse le fascinait. Il avait une grande fascination pour ça. Le fait qu'il devienne président de la République, ça a changé quelque chose dans votre vie ? Pas pour nous du tout, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi à New York. À l'âge de 1 an, j'étais à New York et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire 1981. Ouais. Donc, on n'a jamais réellement connu la France giscardienne, à part en étant expatrié, et quand on est revenu, c'était la France mitterrandienne. Donc, on ne pourra jamais nous accuser d'avoir profité du système. Vous avez pu aller quand même le voir à l'Élysée, je suppose ? Une fois, j'ai été invité par ma tante pour venir déjeuner parce qu'on était de passage. Comme je vous dis, on habitait les États-Unis, donc on n'était pas souvent en France. Je crois que c'était en 76, c'est l'été 76, et j'allais en pensionnat en France à ce moment-là. Donc en passant par Paris, ma tante nous a invités et on a eu je m'en souviens encore, on a déjeuné à l'Élysée et il y avait des œufs à la coque truffés, mais farcis de truffes. Ça,
J'avais jamais goûté de truffe avant. J'avais trouvé ça assez extraordinaire. Papa et maman juste derrière avec cette photo. Oui. Alors, papa et maman qui viennent de fêter leurs 65 ans de mariage. ça c'est exceptionnel. Hein. Ah oui. Ils ont quel âge respectivement? Noces de palissandre. C'est pas aussi cher que si c'était les noces de diamant. Ben oui, c'est vrai. Et puis, ils ont 87 pour mon père, 85 pour ma mère. Ils ont encore de belles années devant eux. Oui, absolument. Ils sont en forme? Ah, mais très en forme. L'enfance, ça a été compliqué avec eux? Parce que c'est quand même, vous êtes dans un milieu très particulier, parce que c'est pas du tout un milieu modeste, on est d'accord, Emmanuel de Brantes? Non. Non, on était tout à fait à l'aise. On habitait à New York dans un quartier chic de Manhattan. C'était pas Brooklyn, c'était pas le Bronx, et on n'avait pas de difficultés financières. On était des SDF sans difficultés financières. Ça, on vous l'a fait remarquer quand vous êtes arrivé en France? Est-ce que ça a été un problème à un moment dans votre vie? Non. Le fait de devenir d'une famille bourgeoise? Non, j'ai jamais vraiment eu la notion de classe sociale. Moi, je m'entends aussi bien avec des gens très modestes. D'ailleurs, je vis aujourd'hui à la campagne dans un village de 500 personnes qui s'appelle Les Ermites. Et les gens que je fréquente sont des gens modestes. Et ils ne voient pas de différence entre la façon dont je les traite comme la façon qu'ils me traitent. Donc, en fait, on est à pied d'égalité. Voilà. D'où vient l'argent familial? C'est papa ou c'est maman? Alors, c'est en fait mon père qui était plus fortuné que ma mère et qui était banquier aussi. Donc, il a très bien gagné sa vie pendant très longtemps. Et puis ensuite, il a travaillé comme directeur financier pour Diane von Furstenberg. Ça aussi, c'était un emploi très bien payé. Et puis ensuite, il était directeur général de Hermès. Directeur général d'Hermès. Wow. Oui, c'était aussi un job bien payé. Donc, bon, vous avez eu des sacs gratuits? Les revenus. Non. Ben non, comme je vous dis, on n'était pas du tout dans j'ai droit à ça, etc. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur aînée et un frère aîné également. D'accord, ok. Voilà. C'est intéressant parce que à quoi ressemblent les Noëls d'enfants aisés? C'est des questions qu'on se pose aussi parce qu'il y a peu de personnes aisées finalement en France. Quand on regarde les pourcentages, oui. C'est assez rare. Hein. On vit dans une France aujourd'hui qui a plutôt du mal à s'en sortir pour la plus grande partie des gens. Ouais. Vous, il y a des choses qui vous ont étonné, par exemple, par rapport à ça, quand vous avez découvert ce que pouvait, en tant qu'enfant, hein, je veux dire, ce que pouvait faire une famille normale, entre guillemets, par exemple, pour des Noëls, ou qu'est-ce qui était différent? Est-ce que vous aviez un chauffeur? Est-ce que vous aviez... Non, on avait une vie, je dirais, tout à fait... d'Américains normaux. D'accord. On était comme des Américains. Hein. On parlait anglais tout le temps. Le seul endroit où on parlait français, c'était au lycée. Et puis un peu à la maison. Mais non, on n'avait pas de chauffeur, on n'avait pas de cuisinier, on avait une femme de ménage qui venait, je crois, 2-3 fois par semaine, mais c'est tout. Je dirais que la première fois où je me suis aperçu qu'on avait un petit peu plus de moyens que les autres, il faut savoir aussi que le lycée français de New York où j'étais, c'était rempli de fils de diplomates qui travaillaient à l'ONU. Donc c'était des gens qui étaient, je dirais, un petit peu plus favorisés que la moyenne. Donc, je ne voyais pas vraiment de différence. Mais en revenant de France, où j'étais en pension pour les dernières années avant le bac, j'avais revu des copains du lycée et il y en a un qui m'avait dit, qui m'avait bien fait comprendre qu'on n'était pas du même milieu. Et ça m'avait profondément choqué. Ouais. Parce que pour moi, je ne le voyais pas différent de moi. Lui me voyait différent de lui. Mais... Vous avez fait remarquer quoi? Il m'avait fait remarquer qu'on habitait dans un appartement qui était plus grand que le sien, avec du mobilier plus élégant, avec des choses que lui, il n'avait pas, quoi. Et bon, j'avais trouvé ça assez injuste qu'il me le fasse remarquer, parce que moi, je le subissais. C'est pas votre faute. Je le subissais, hein, c'était pas mon choix. Allez, on enchaîne avec ce que regardent les téléspectateurs vous concernant, cher Emmanuel de Brantes. Et en l'occurrence, il y a l'âge, évidemment, ça revient souvent dans les recherches. Ça vous fait 60 petites années. Exactement. Hein, vous êtes né en 64. Je suis enfin senior. Ah, enfin senior, c'est-à-dire que vous attendiez ça? Ben oui, parce qu'il y a un tunnel épouvantable quand on est étudiant, qu'on finit d'être étudiant, qu'on rentre dans la vie active. Et avant d'être senior, on paye plein pot pour tout.
Ouais. Et c'est un cauchemar. Et là, je fais mes allers-retours de la province en Touraine vers Paris. Ça me coûte plus rien depuis le mois de mars. Ah, ça vous fait plaisir, c'est génial, mais ça. vous pouvez pas savoir ce que ça me fait Ah ben plaisir. voilà, faut dire ça à nos amis ça me fait téléspectateurs. des économies considérables. C'est génial de vieillir. Ah oui, non, mais c'est top. Carte vermeille. Ah, vous avez la carte vermeille. Non, faut pas exagérer. Bon, vous avez fait de la médecine esthétique. La chose qui fait qu'on vous connaît aussi, c'est cette petite moustache. Évidemment, vous en avez fait votre truc, finalement, Emmanuel de Brandt. Vous l'avez toujours eu? Alors, je ne l'ai pas toujours eu. À un moment donné, j'ai fait pousser un bouc, mais c'était avant que ça soit à la mode et que le livreur de pizza en avait. Donc là, j'ai rasé. Et puis, j'ai gardé la moustache. Je me cherchais un peu, je l'ai même fait pousser à la Salvador Dali avec des longues pointes jusqu'à un truc à entretenir infernal. Ah, c'est compliqué d'entretenir une moustache? Là, il fallait mettre de la cire et puis il fallait que ça tienne. Alors Salvador Dali expliquait aux femmes un peu bourgeoises, pour les choquer, qu'il faisait tenir les siennes avec du foutre de femme. Ah oui, d'accord. Oui, donc évidemment ça, c'était pas ça que j'utilisais, mais je mettais de la cire et dès que je plongeais dans une piscine, c'était Fu Manchu. Donc j'ai abandonné ça et puis j'ai gardé une version minimale que Karl Lagerfeld m'avait dit de garder et du coup j'ai suivi son avis, je l'ai gardé. C'est vrai, on en parlera tout à l'heure. Et comme j'ai blanchi, à un moment donné, les gens me reconnaissaient plus quand je passais un contrôle à l'aéroport ou quelque chose. Donc j'ai fait un petit tatouage. Mais c'est incroyable, ça. Oui, regardez. C'est génial. Je peux même faire de vous Emmanuel de Brandt. Ah, j'adore. Il est bien. Il est enfin bien. Il est enfin bien. Merci pour le enfin bien. Mais c'est incroyable. Vous avez fait le tatouage, mais c'est trop fort. J'ai fait le tatouage comme ça pour avoir le souvenir de cette moustache. Le jour où je l'aurai plus, je pourrais quand même la voir de temps en temps. D'accord. Mais vous êtes fantasque. Quel petit coquin. Vous avez vraiment été bercé par les mondanités. C'est vrai, à Paris, vous avez tout vécu. Vous avez connu les grosses soirées de jet set. Alors moi, forcément, j'ai une rubrique où on parle de santé, on parle tout ce qui est drogue, tout ce qui est choses à ne pas faire. Est-ce que vous avez vu énormément de choses dans ce monde de la jet set, sincèrement, Emmanuel de Brandt? Est-ce que j'ai vu énormément de choses? Est-ce que il y a vraiment de la drogue? Est-ce que il y a vraiment des folies furieuses? Alors, dans le monde de la jet set que vous connaissez, parce que maintenant ça a bien changé depuis oui. Alors, il faut distinguer la jet set telle que nous l'avons décrite avec Fabien Antoniente dans le film Jet Set dont on parlera tout à l'heure, qu'on a écrit ensemble. C'est les soirées, la cocaïne par ici. C'est vraiment ça alors. Voilà, ouais. Ça c'était. Ces fêtes-là, les boîtes de nuit, les trucs comme ça. Mais les côtés avec le saladier plein de drogue, ça existe vraiment, ça? Ça existait. Aujourd'hui, c'est bourré de fentanyl, je ne recommande à personne. Ouais. En revanche, dans la haute société, c'est-à-dire les 300 familles qui sont invitées partout et qu'on rêve d'avoir chez soi, mais qui refusent tout. Le beau monde, comme on dit, voilà. Chez ces gens-là, c'est pas du tout ça. Ouais. On est même tout à fait ennuyeux. Ça vous est arrivé, vous, de vous mettre la tête à l'envers, de louper des rendez-vous? Plein de fois. L'alcool, est-ce qu'elle a été un problème dans votre vie, Emmanuel de Brandt? Un problème, non. Une solution, souvent. C'est intéressant. Ça. Ah oui, pour être immédiatement au diapason d'une fête, il n'y avait rien de tel que d'attraper un verre, de se l'enfiler, et puis ça y est. La fête commence. La fête commence. Jusqu'à peut-être devenir alcoolique mondain? Oui, probablement. J'ai dû avoir ma période d'alcoolique mondain, je dirais à la fin des années 2000, oui c'est ça, 2008, 2010. À ce moment-là, c'est vrai que je sortais et j'imaginais pas de rentrer chez moi sans avoir fait la tournée des boîtes. Et je prenais un verre avec moi et je prenais le taxi pour aller à la boîte suivante avec mon verre. Votre verre, c'est fou. Et je posais mon verre et je m'en récupérais un autre et je faisais comme ça. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'alcool. Alors évidemment, on en parle là de manière un peu c'est festif, mais je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, chers amis, c'est important de le préciser. Oui, et puis il faut savoir arrêter à un moment donné, sinon on n'arrive pas à garder une allure, une fraîcheur comme la mienne. Ça vous est arrivé des fois de perdre cette allure et cette fraîcheur? Et comment? Qu'est-ce que vous faites quand il doit y avoir des photos qui circulent, il faut demander à quelques photographes de soirée. Ouais. Oui. Ah ouais, c'est vrai. C'est drôle ça.
Je demanderai à Philippe Baldini. Vous devez Oui, connaître. Baldini, Foccane, tout cela, exactement. Foccane qu'on embrasse, ce sont des photographes qu'on retrouve dans des soirées à Paris. Ils arrivent et puis hop, ils vous mitraillent. Oui, oui, et Avec- ils font 3 photos d'affilée, clac, 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 Ouais. parce que si on ne fait pas comme ça veut dire qu'on consent, c'est la jurisprudence qui veut ça. D'accord. Voilà. Ah, je savais pas ça, il m'a pas Ah oui. expliqué ça, Philippe. Donc la Hein prochaine fois que Qui est un ami. tu n'es pas convenable, Ouais. voilà. J'embrasse très fort. Ce sont un peu, on appelle ça des vieux de la vieille, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est pareil, c'est un métier qui est quand même en train un peu de partir, les métiers de photographe, tout ça. Avec tous les appareils photo qu'il y a maintenant, on est C'est tous devenus des paparazzis. Oui, oui. Vous avez des soucis, vous, avec ça, les paparazzis, à un moment dans votre vie? Je crois pas, Non, jamais. Non, une fois, à Monaco, on était pour le bal de la Rose avec Emmanuel de Savoie, l'héritier du trône d'Italie. Et il était à l'époque avec Alejandra Di Andia, qui était l'ex-femme de Paul Lussulitzer. Ah oui, bien sûr. Et on était collés comme ça hein, tout le temps. On était les meilleurs amis du monde. Et on avait été shootés à distance par des paparazzis qui ensuite avaient fait paraître ça dans la presse italienne, surtout en disant mais c'est qui ce troisième larron, c'est quoi ce ménage à trois, etc. Ah, d'accord. Voilà. Et il fabrique des histoires, en fait. Oui, oui, mais bon, sinon, non. La maladie, est-ce qu'elle est passée dans votre vie? La maladie, oui, parce que bon, j'ai perdu des gens qui m'étaient chers, qui ont été emportés brutalement. Là, d'ailleurs, cette semaine, j'ai dû faire le deuil d'une amie qui a 49 ans et qui a été emportée de manière foudroyante par une rupture d'anévrisme. Donc ça, c'est très injuste. On se dit, mais pourquoi il y a des vieux débris de 96 ans qui continuent à chanter Hailey Hailo et pendant ce temps-là, il y a des gens de grande qualité qui disparaissent alors qu'on aurait bien vu l'inverse. Allez, ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant, cher Emmanuel de Brandt, eh bien, évidemment, il y a la compagne. Bon, alors il y en a eu plusieurs. Il y a eu des jolis petits cadeaux avec ces femmes qui ont jalonné votre vie. Je vais commencer avec Domoana, C'est ça. hein, c'est bien ça. Ranuro Rama Rosaka. Exact. Pas facile à dire. Pas facile. Et une petite fille qui est née, qui s'appelle Lala. Exactement. Très joli prénom. Hein. Oui. Elle est de quelle origine de Manois? Alors, Domoana est d'origine de Madagascar. Madagascar. Elle était née à Genève, mais sa famille est originaire de Madagascar. Et Lala, ça veut dire chérie. Ouais. C'est un prénom c'est un surnom d'ailleurs usuel à Madagascar. Et on s'appelle régulièrement Lala, tu vas me chercher un verre d'eau s'il te plaît, etc. C'est ma chérie, quoi. Mais en France, il n'y en avait pas, donc on s'est dit on va le tenter. Elle est là, la petite. Hein. Oh là là, il y a oui, quelques ça années, c'était hein. à Roland-Garros, je crois. Ouais. Ouais. Oui, oui, avec. On essayait de la cacher un peu, mais enfin bon. Voilà. Ouais, c'est pas forcément facile. Hein. Bah, ça, les paparazzis et compagnie. Voilà. Elle était comtesse, c'est bien ça? Non, enfin. J'ai cru voir ça. Moi, je suis comte par ma naissance, donc c'est un titre aristocratique qui est purement de politesse aujourd'hui. Donc, par le mariage, elle est devenue comtesse. Ah, d'accord, ok. Voilà. Très bien. Enfin, après le divorce, elle est redevenue Domoana Ramarosaka. Alors ça, c'était en 2009, le divorce. Pourtant, ça a duré quand même un petit peu, je crois, Oui. cette relation. Oui. Ça a été compliqué à gérer pour vous, Quoi donc? ce divorce avec une enfant aussi petite, parce qu'elle était toute petite. Oui. Hein. Vous l'avez eue en 2008. Donc, Oui, c'est ça. Oui, oui. c'était un an après. Oui, oui, c'était très rapide. C'est jamais agréable hein, pour personne de se séparer rapidement. Le divorce ne s'est pas prononcé tout de suite. Hein. On s'est séparés en 2009 et on a continué d'être mari et femme, mais vivant séparément. Et moi, j'allais chercher notre fille à la sortie de sa petite école tous les jours. Et puis ensuite, je l'ai déposée chez sa mère pour qu'elle passe la nuit. Et ensuite, sa mère l'a déposée, alors d'abord à la crèche, ensuite à l'école. Ouais. Et comme ça, on se voyait tous les jours. Est-ce Voilà. que la raison de ce divorce, c'est aussi cette vie mondaine que vous aviez et qui peut-être ne collait pas avec la vie de famille, Emmanuel de Brandt?
Non, parce que j'étais déjà plus le mondain que j'avais été. D'accord. J'avais ouvert une galerie d'art avec Ouais. ma femme qui s'appelait le Studio 54 et qui était là pour promouvoir des jeunes artistes du street art qui n'avaient pas de galerie qui s'intéressait à eux à l'époque. Maintenant, ils se bousculent pour les avoir, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, on avait le sentiment de faire une œuvre utile. Ouais. Et j'étais sorti du monde des soirées, Tout ça, ouais. des galas, des fêtes internationales, pour avoir une vie beaucoup plus normale. Autre photo, c'est la photo d'une femme qui s'appelle Hit Devil. Je me trompe pas? Alors, elle s'appelle Héa. Héa, pardon. Voilà. Parce qu'il y a un T, hein, dans le prénom. Non. Ah non, d'accord. Hit, mon Dieu, comme la chaleur, non. Ah bah oui, non, j'avais vu... Cela dit, ça dépend. pardon, excusez-moi. Alors, Certaines fois, elle peut être chaude. Oh mon Dieu, quelle horreur. Mais non, elle s'appelle Ok. Héa. Les gars, vous êtes toujours avec elle? Bien sûr. Emmanuel de Brandt. Il n'y aurait pas une petite différence d'âge? Ah bon, oui, oh, Ah, si peu. si peu. Si peu, si Combien? peu. Elle est née en 88, donc Elle a mon âge. Voilà, ma première femme était née en 81, donc j'ai rajeuni les cadres. Et puis oui, elle est née en 88. Je vous Donc elle a rassure. à l'époque, 33 ans. Hein Elle a 35. Elle a 35 ans maintenant, 35 ans, ouais. 35 ans, elle va avoir 36 ans, elle a D'accord. 35 ans. Et vous avez 60 ans. Et moi j'ai 60 ans, Donc, voilà, une petite différence. Une Ouais. petite différence de 20, Oui, 25 ans. tant que... Mais c'est Alors, pas un problème, c'est avec le temps qui passe? Non, Le fait bien, d'être avec quelqu'un de bien au jeune? contraire, bien au contraire. D'ailleurs, elle me rattrape tous les jours, puisque au fond, quand je l'ai connue, elle avait la moitié de mon âge. Ouais. Maintenant, c'est moins, Ouais. et ça sera progressivement de moins en moins. Ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 10 ans maintenant. 10 ans, ouais. Donc Ouais. c'est une affaire qui Oui, roule. oui, on a eu un petit garçon qui a 7 ans, et on vit avec lui à la campagne, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est une autre question. Est-ce que pour vous, c'était pas un peu tard, Emmanuel de Brandt? Est-ce que vous vous êtes posé des questions pour avoir cet enfant? Alors oui, je me suis posé des questions, mais bon, comme mon mariage, le premier, avait... enfin, je dis le premier, mais je ne me suis pas marié avec Léa, on est pacsé. Mais mon mariage, en fait, s'est arrêté trop tôt pour moi. Moi, je voulais avoir plusieurs enfants, donc j'étais un peu frustré dans mon désir. Et quand j'ai rencontré cette splendide femme, je lui ai dit, tu sais, moi, si tu veux qu'on reste ensemble, il va falloir à un moment donné qu'on ait un enfant. C'est trop drôle parce que ça aurait été plutôt elle qui vous en parle en général. Oui, mais elle n'en voulait pas. Ah d'accord, donc non, c'est non. vous qui l'avez persuadée alors? Elle n'en voulait pas du tout. Et puis finalement, elle est partie tourner un film avec mon ami Frédéric Becbédé à Budapest, je crois. Et quand elle m'a appelé de là-bas, elle m'a dit « Regarde dans le tiroir, je t'ai laissé une lettre. Oh là. Et dans la lettre, elle me disait « D'accord, finalement, je veux bien Un enfant. qu'on ait un enfant ensemble. » Ah, je sautais de joie. Et vous avez eu ce petit. Et nous avons eu un petit garçon qui me comble. Alors, il a 7 ans. Oui. C'est difficile d'être un papa C'est à plus... 60 ans ou pas, sincèrement? Est-ce que c'est compliqué? Parce que les nuits, vous les avez fait il y a 7 ans. Oui. Donc vous étiez... Oui, c'est plus difficile. Vous aviez 52 ans. Mon conseil pour les téléspectateurs, faites des enfants jeunes. Ouais. D'abord parce que l'enfant, quand il veut vous avoir dans les bras, quand on a 30 ans, c'est facile, on le ramasse comme une plume. Quand on a 60, c'est plus exactement la même donne. Et puis, il y a un pendant de la médaille qui est au fond que si j'avais eu cet enfant à l'époque de ma carrière glorieuse, j'aurais jamais eu le temps de m'en occuper. J'avais 15 jobs à la fois. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'aurais vu quand il avait passé son bac. Ouais. Alors que là, je m'en occupe tous les jours, je le vois tous les jours et je lui donne énormément de temps et il me remplit de bonheur. Donc, Quand vous aurez 70 ans, il aura à peu près il ira vers les 20 ans. Est-ce que ça vous fait peur, Emmanuel de Brandt? du tout. On va pouvoir enfin aller en boîte de nuit ensemble. À 70 ans? Ah ben tiens,
Ça vous fait pas du tout peur? Peut-être même 80. Mais je prendrais une table pour pas être coincé debout au bar. Ah oui, bien sûr. Bah là, oui, à 80, oui, c'est sûr. Donc ça vous a pas fait du tout peur parce qu'on se dit, mais finalement, je vais pas le voir grandir. C'est une question qu'on se pose quand on a un enfant Non, tard. alors, je veux pas le voir grandir. Il faudrait que je sois fauché en sortant de ce studio. Oui. N'exagérons rien, sauf si vous me le souhaitez. Non, pas du tout. Ah, quand même. Non, mais vous comprenez que c'est des questions que les gens se posent quand ils voient. mais l'espérance de vie, comme vous le savez, augmente chaque année un peu plus. Et aujourd'hui, un homme peut espérer, s'il a une vie, je dirais, saine, ce qui est mon cas depuis quand même pas mal de temps, même si j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts quand j'étais jeune, là, plus bio que moi, tu meurs. Tu meurs. Bah, vous êtes à la campagne, vous me disiez. Ah, oui. Mais c'est quoi la campagne pour vous? Parce que ça m'intéresse. Ça. Ben, la campagne, c'est des arbres, des animaux, du bon air pur. J'ai pas un pot d'échappement dans les naseaux. Ouais, vous êtes à Neuilly, quoi, au 6e étage. Même pas. J'ai pas de sirène d'ambulance, j'ai pas de pollution sonore, visuelle. Ça vous a saoulé, ça. Olfactive. J'ai rien de tout ça. Donc, non, sincèrement, l'espérance de vie d'un homme de mon âge, dans l'avenir, ça sera 90 ans. Donc, dans 30 ans, mon fils, il aura 37 ans. Il sera adulte, il sera tout à fait en mesure de subir le choc de ma disparition. Puis d'ici là, qui sait, peut-être qu'on pourra transmettre toutes les données qu'on a accumulées dans son cerveau dans une petite micropuce. Et il pourra avoir un hologramme de moi et je pourrais même lui parler et lui répondre de manière aussi créative. Bah, c'est génial. Faites des enfants à 70 ans. Oui. Faites-vous plaisir, chers amis. On va se retrouver dans un instant. On va parler de Jet Set, votre film Jet Set. On va revenir sur ces moments incroyables que vous avez vécus. A tout de suite sur C8. Vous seriez fait prendre la tête par une star du cinéma, une très grande star du cinéma, qui aime bien se cacher et tout. Attention, on ne dit pas son prénom ni son nom. Et on revient dans un instant. On va essayer de savoir qui c'est. A tout de suite avec le grand Emmanuel de Brandt. A tout de suite, chers amis. Bienvenue sur C8 si vous venez nous rejoindre. Musique, attention, c'est la musique de Jet Set, le film qu'on a tant adoré, évidemment, avec Lambert Wilson. Et Emmanuel de Brandt est avec nous. C'est vous qui avez eu l'idée. Oh, ça n'a pas été si facile que ça. On va y revenir dans un instant. Mais juste avant, vous auriez eu un problème avec une star de cinéma, une certaine Isabelle Adjani. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Alors, que ça s'est mal passé avec elle? Oh, c'est tellement vieux. Oui. Je m'en souviens à peine. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi on avait eu quelques frictions. C'était un secret sur son éternelle jeunesse que vous aviez dévoilé. Peut-être que c'était ça. Je trouvais ça quand même un peu extraordinaire qu'elle soit toujours aussi belle, toujours pas une ride, etc. Bon, voilà, elle l'avait pas très bien pris. Vous aviez dit quoi alors qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique, c'est ça? Non, pas du tout. Non, je fais pas des commentaires de ce genre-là. Mais bon, j'avais dû faire une boutade. J'ai jamais eu la langue dans la poche. Ouais. Et un mot un peu mordant m'échappe très facilement. Est-ce que vous la connaissiez bien à l'époque? Je la connaissais parce que je fréquentais toutes les grandes soirées. J'avais été engagé par le magazine Vogue et qui avait donc ces pages qui s'appelaient L'œil de Vogue, dont j'avais la charge, et pendant 12 ans. Et donc pendant 12 ans, j'ai fait toutes les grandes soirées, tous les grands défilés, toutes les fêtes à Monaco, à Rio, etc. Donc ces gens-là étaient souvent invités, et souvent des invités qui étaient payés pour être là. Et donc, forcément, je les fréquentais, je les croisais. Et puis, les journalistes avaient accès plus à l'époque qu'aujourd'hui aux stars. Mais j'avais eu des mots plus durs avec Depardieu. Ah oui, Depardieu. Avec Depardieu, j'avais eu des mots plus durs à propos d'un film à l'époque où j'ai travaillé au Quotidien de Paris comme critique de cinéma. Enfin, j'étais en charge de la rubrique cinéma et il y avait un film qui s'appelait Les Nuits Fauves que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais que la morale qui s'en ressortait était une morale totalement irresponsable et qui était à l'encontre de la prudence qu'il fallait avoir vis-à-vis du sida. Et j'avais fait un billet très, très, très virulent contre ce film. Et Cédric Davy, qui était le protecteur du réalisateur et un homme assez influent dans le milieu du cinéma,
Et l'agent de Depardieu lui avait donné mon numéro de téléphone et Depardieu m'avait téléphoné chez moi, il était tombé sur mon répondeur et il m'avait menacé. Alors, ouais, carrément? Ah oui, oui, oui. Alors j'avais gardé le message sur un dictaphone que je passais régulièrement quand j'avais l'occasion pour dire « Ah, regardez ce qu'il me dit Depardieu ». Et il vous disait quoi sur ce message? Je sais plus, qu'il allait me casser la figure en me traitant de salétron, enfin voilà. Ah ouais, d'accord. Un truc à la Depardieu, quoi. Vous l'avez revu après? Oui, je l'ai recroisé, mais il m'a pas calculé. Je crois pour lui, il faisait ça pour rendre service à Cédric, et puis il est passé à autre chose. Voilà. Et comme moi, d'ailleurs, je suis passé à autre chose. J'ai quitté la notoriété après Jet Set. Vous êtes parti de ce monde de la Jet Set. Justement, vous en avez fait un film, ça s'appelle Jet Set. Alors, c'était pas forcément facile au début, hein, Jet Set, parce que je crois que c'était pas pour vous. Vous êtes battu pour pouvoir faire ce film avec Monsieur Antoniente. Bah oui, parce que j'étais très surpris. Naturellement, j'avais l'oreille au tapis en permanence de ce qui se passait dans Paris, donc j'étais au courant de tout. Et puis je savais que mes consoeurs ou confrères, que ce soit Michel Stouvenot au Journal du Dimanche, Agathe Godard à Paris Match, Stéphane Bern, je ne sais plus où, tous ces gens-là avaient été consultés par Fabien Antoniente pour ce film qui s'appelait Jet Set. Et pas moi. Or, moi, j'étais chez Vogue. C'était donc la vraie Jet Set. La vraie Jet Set, et je me disais, mais enfin, c'est quoi cette affaire? Il se fout de ma gueule, le réalisateur. Il faut que j'arrive à mettre le grappin dessus. Il faut qu'on se rende compte, parce qu'il faisait son casting pour avoir un co-auteur ou une co-autrice. Et donc, j'ai provoqué la rencontre à une fête qui avait lieu chez Le Doyen. Je connaissais l'organisateur. Je lui avais dit, voilà, il faut inviter ce monsieur. Il m'avait dit, c'est qui? Je dis, un homme qui fait du cinéma. Il m'avait dit, OK, je l'invite. Et une fois que Fabien est arrivé à la fête, je l'ai embobiné, je lui ai offert des boissons gratuites. Super. Et puis très vite, il s'est dit, oh là, il n'y a pas photo, c'est lui. C'est lui. Et donc du coup, vous allez vous retrouver à faire ce film. Alors vous avez un petit rôle auprès de Lambert Wilson, si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait... pourquoi c'est pas vous, finalement? J'ai compris pourquoi il ne voulait pas me voir, parce qu'il m'avait déjà repéré et il s'était dit... Ça, c'est un personnage qu'on va mettre dans notre film. D'accord. En fait, il me considérait comme un personnage. Oui, mais vous auriez pu être le premier rôle de ce film. Ah non, parce que je n'étais pas bankable, je ne suis pas acteur. D'accord. Il faut être acteur pour faire un film. Donc, ils ont cherché, et puis les frères Altmeyer ont suggéré Lambert Wilson, que j'ai trouvé très, très bon dans mon incarnation. Mais ce n'était pas que moi, parce qu'au fond, c'était un mélange d'attachés de presse, Alors, il a un prénom incroyable, hein, je crois, sur le film. Oui, on s'est amusé avec ça. Très pompeux, hein. Oui, oui, oui. De Pampouillac, c'est ça, quelque chose comme ça? De Poulignac. De Poulignac. Parce qu'il y a la famille de Monaco. La partie très chic des Monaco, ce sont les Polignac, qui est une vieille famille aristocratique. Et en fait, on a juste rajouté un « ou » pour que ça ait un côté un peu empoulé. Alors, Artus de Poulignac, ça sonnait vraiment bien empoulé. Qu'est-ce qui devient Lambert Wilson? Il vit avec qui? Vous qui savez tout, cher Emmanuel Je ne sais plus rien, je suis coupé de Paris. Vous me demandez avec qui est mon chat, je peux vous dire, mais avec qui est Lambert Wilson, je ne sais pas. Vous n'avez plus de nouvelles du tout de lui? Non, non, mais d'ailleurs, je ne donne pas de nouvelles non plus. Je crois que j'ai encore son 06, mais je ne l'ai pas rappelé depuis... peut-être 20 ans. Il a été vu comment, ce film, dans le monde dans lequel vous évoluez, la Jet Set? Est-ce que ça a été bien pris ou au contraire, ça a été mal pris? Oui, 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 oui. Ça a été très bien pris. Il y avait quelques personnes dans le milieu qui avaient peur parce que c'était quand même une satire un peu mordante. Et donc, les gens disaient pendant le tournage, surtout n'y allez pas. Et moi, Antoniente m'avait dit, pour que ça ait l'air vraiment vrai, il faut me recruter des figurants qui soient des vrais. Alors, j'avais recruté un petit-neveu du général de Gaulle, un prince tunisien, des gens un peu de la vraie jet set, mais qui étaient disposés à faire un peu de figuration, disons, de premier plan, pour que ça ait l'air un peu mieux que si c'était des figurants lambda. Il y aura un deuxième opus. Alors, il ne marchera pas autant, hein, c'est People, Jet Set numéro 2. Oui.
Vous avez été déçu de l'attente de ce film qui était moins fort avec José Garcia notamment. Oui, non, alors c'était pas vraiment, pour moi, c'était pas vraiment Jet Set 2. C'était, disons. Et pourtant, vous l'avez mis sur. Oui, parce que c'était quand même la même dynamique. Et puis, mais Lambert Wilson ne voulait pas faire la suite. Et il voulait pas faire le deuxième. Donc, non, parce qu'il avait été récupéré par Matrix. Pour faire un personnage un peu similaire. Ils avaient vu Jet Set, je suppose, et ils s'étaient dit, faut récupérer celui-là. Et il avait fait un rôle assez similaire. Mais en revanche, on avait Rupert Everett qui était disposé, ce qui fait que... Non, mais je suis assez fier d'avoir été joué au cinéma par deux acteurs de haut niveau. Alors, voilà. Il y a des personnalités aussi avec qui vous avez travaillé, cher Emmanuel Debrandt, notamment une personne qu'on a perdue et qu'on a beaucoup appréciée, c'est Jean-Luc Delarue. Vous avez été très proche de lui, si je me trompe pas. Oui, très. Ça a été le premier à me donner à me mettre le pied à l'étrier. Vous aviez 20 ans. À la télévision, oui, j'avais 20 ans. Faire des reportages à Réservoir Prod. Hein, oui, et il avait une émission qui s'appelait... après le 20h ou avant le 20h, je ne sais plus. Et ça remonte à très très loin. Et il avait ce talent d'aller chercher des jeunes pousses du journalisme pour leur donner un job à la télé. Alors moi, j'étais presse écrite à l'époque, que presse écrite. Et j'avais fait un tout petit peu de radio à Radio Nova avec Édouard Baird et Ariel Wiesman. On faisait la grosse boule ensemble. Ah, c'est vraiment pile poil les genres de personnes qui vous correspondent. Ça fait rire. C'était une émission culte. Et puis, mais c'est tout. Et Jean-Luc m'a dit, j'aimerais qu'on te teste sur une ou deux émissions, et puis c'était concluant. Et il avait cette extraordinaire générosité de nous inviter sur le plateau après la diffusion du sujet qu'on avait non seulement écrit, réalisé, monté, étalonné, etc., et donc diffusé, et ensuite on venait répondre à ces questions sur le plateau pour défendre notre sujet. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait ses soucis avec la drogue, Jean-Luc Delarue? Alors, il n'avait pas des soucis avec la drogue, parce qu'il en consommait régulièrement. Après le tournage, il se faisait dans sa loge un énorme tarpé qui roulait avec une main. Et puis ensuite, quand il sortait en boîte de nuit, c'était cocaïne, etc. Ça, vous avez assisté à des scènes comme ça? Oui, bien sûr. Même participé, je peux dire. Il y a prescription. Ah, vous pouvez dire que vous aussi, vous avez... Ah oui, mais bien sûr. Vous avez pris de la cocaïne avec Jean-Luc Delarue. J'ai absolument pas honte de ça, quoi, je veux dire. Même si vous savez que c'est totalement interdit. Oui, mais il y a prescription, et je le recommande pas, comme je dis maintenant. C'est de la merde, la cam, donc... vous n'êtes pas tombé dedans, vous, à un moment, Emmanuel Debrandt? Non, je crois vraiment jamais être tombé dans quoi que ce soit. À ce moment-là, où Jean-Luc Delarue prend de la cocaïne et que vous en prenez avec lui... Non, c'est plus tard. Plus tard, on s'est croisés. Vous faisiez ça devant tout le monde? Lui faisait ça devant tout le monde? Non, jamais devant tout le monde. C'était dans le bureau du patron. De la boîte? Oui. On montait par les cuisines et on est arrivé dans le bureau du patron. Vous savez que ça hallucine les gens d'entendre ça quand même. Non, mais parce que pour vous, vous êtes dans ce milieu Jet Set et vous comprenez, mais même moi, qui connais ce milieu, j'hallucine d'entendre un truc pareil. La télévision, pourtant, c'est un endroit où ça se consommait beaucoup. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes rendu compte que ça allait trop loin pour Jean-Luc Delarue et que ça pouvait causer à sa perte? C'était pas ma vie, donc c'était pas ma responsabilité. Mais c'était des grosses quantités qu'il prenait? Je crois, parce que c'était un jusqu'au-boutiste. Il avait un côté, il avait vraiment un côté brûleur de chandelles par les deux bouts. Il avait une part sombre chez lui, donc je pense qu'il y avait. Qu'est-ce que ça lui faisait quand il prenait de la drogue, Jean-Luc Delarue? Il était plus stable, en apparence, ça ne lui faisait rien. D'accord. C'est-à-dire que c'était toujours le mec un peu carré, qui parlait un peu avec ce débit un peu tranchant. D'accord. Manuel, qu'est-ce que tu veux? C'était comme ça. D'accord, ok. Mais il en avait besoin? Je ne sais pas s'il en avait besoin ou envie. C'est lui qui réclamait, qui disait ce serait bien qu'on en prenne un petit peu, quoi. Non, je ne peux pas dire que c'est comme ça. Je crois que c'était fait de manière très décontractée, quoi. Le patron de la boîte sortait son sachet. Quand on dit que les stars de télé qui passent sur les plateaux, qu'elles disent qu'elles n'en prennent jamais, vous qui les avez tous vus, rencontrés, vous pouvez dire, oui, en effet, ils mentent?
Mais non, Pour moi, la je ne dis plupart, pas que qui que ce soit mange. Je suis d'abord, ça me regarde pas. Ensuite, ça me concerne pas. C'est leur vie. Et puis surtout, je ne les connais pas dans leur intimité à ce point-là. D'accord. Il y en a que j'ai vus. Ça reste tout à fait, je dirais, Festif, entre guillemets. entre nous Ouais. et festif. Mais j'ai jamais vu ou témoigné de gens qui tombaient dans une déchéance profonde. À cause de la drogue. À cause de la drogue. Une photo maintenant d'une personne qui, je crois, vous appréciez beaucoup. Et d'ailleurs, vous m'expliquiez en début d'émission que votre moustache, c'est grâce à lui. Oui, c'est pour oui. ça que vous l'avez, cette moustache et ce petit... Oui. La hop, petite, regardez, il a fait un moustache, tatouage pour les c'est ma personnes signature. qui viennent d'arriver sur C8 et qui découvrent Emmanuel Debrante dans notre émission. Alors, Karl Lagerfeld, il a une grande importance parce qu'en fait, lui, il se délectait de vos pages dans Vogue, si je ne me trompe pas. Exactement. Quand il lisait, il le disait à mes rédactrices en chef. Hein. C'est important quand on est. J'étais pas salarié par Vogue. J'étais un pigiste de luxe. J'arrivais au bureau, je faisais mes pages, je repartais. Et j'avais un bureau alors que j'étais là occasionnellement seulement. Donc, c'est pas... Quand on est salarié, en général, on peut s'assurer qu'on ne va pas être viré, etc. Ouais. Quand on est là épisodiquement, on est toujours sur un siège éjectable. Et lui disait à toutes mes rédactrices en chef, parce que j'en ai eu plusieurs, je crois 3, qu'il commençait le journal en lisant l'œil de Vogue avant toute chose. Alors pour un journal de mode, les rédactrices en chef mode étaient stupéfaites que le pape de la mode disait qu'il commençait par mes pages, qui n'étaient pas des pages mode. Vous avez eu des nouvelles de lui avant qu'il parte ? Avant qu'il décède ? Oui, la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était pour son exposition rétrospective à la Maison européenne de la photo. Je crois qu'il est mort d'un cancer. Il le cachait, ça ? Vous ne le saviez pas, par exemple ? Et non, je le savais pas. Non. Mais enfin, il était quand même très maigre et il n'avait pas très bonne mine. Ouais. Mais oui, non, il buvait trop de Coca Light, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, à ce point-là ? Ah oui. Dans un verre de vin rouge, il se faisait servir tout le temps des Coca Light comme ça. Et il ne buvait que ça. D'accord. Et il buvait des litres par jour. Ah, c'est incroyable, je ne savais pas du tout cette histoire. Alors comme ça ronge facilement un clou rouillé, on sait bien qu'un homme un peu âgé, ça aide 1,5 litre de Coca Light par jour, à un moment donné, ça va faire un trou dans l'intestin. Autre émission qui a cartonné, et ils vous ont appelé d'ailleurs pour relancer un petit peu le programme, c'était la ferme célébrité. Vous ne vous rappelez plus de tous ces gens-là ? Oh là là. Massimo Gardia. Oui, ça, on ne peut pas l'oublier. Élodie Gossuin, il y avait Maxime, Evangeli, Pascal Olmeta, Mia Fry. Et puis Céline Balitran, qui était sortie avec George Clooney. Et puis la petite, Evangeli. Et puis ça, c'était un footballeur, je crois. Pascal Olmeta. Alors, 2004, c'est l'émission. Alors vous venez juste une semaine. Oui, parce qu'ils avaient essayé de me faire rentrer comme candidat, mais j'avais dit non, que ça ne m'intéressait pas du tout. D'accord. Mais pourquoi vous y allez quand même une semaine ? Pour le chèque ? Ah oui, ça certainement. Ah bah moi c'est honnête. Ah bah oui, tout à fait. Non, mais j'étais très bien payé chaque fois que j'avais une collaboration, que ce soit dans la presse écrite, à la radio. J'aime bien votre honnêteté, c'est rare non, de mais ça. C'est vrai. C'était payé très bien disons payé. Que j'étais un petit peu meilleur que les autres, donc il n'y avait pas de raison non plus qu'on rabote au niveau du salaire. Oui. On va le savoir dans un instant, on ira sur les questions cash. Et puis, c'est vrai qu'ils m'ont appelé, ils m'ont fait une proposition que je trouvais ridicule, je leur ai dit, et puis bon... C'était quoi la proposition ? Je ne me souviens plus. Et puis, petit à petit, il y avait quelqu'un un peu plus haut dans la hiérarchie de la boîte qui de vous prod appelait ? Qui appelait en disant, voilà, on aimerait quand même beaucoup t'avoir. En fait, c'était pour s'amuser, c'était pour mettre le mec bankable des soirées jet set, un côté un peu prout-prout dans... Pour passer à la moulinette. Et le mettre chez les agriculteurs, et le mettre à la ferme. Les pieds dans la bouse, etc. Ouais. Oui, c'est sûr, c'était vraiment une machine à broyer. Donc, comme je le savais, il était hors de question de me laisser avoir comme ça. Vous acceptez ? Si vous avez une offre intéressante pour faire une présentation, le correspondant local, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de moi le correspondant à la ferme Célébrité. Ça vous a plu ?
pour la première émission, l'ouverture, c'était très marrant. J'étais en smoking au milieu de cette ferme infecte. C'est une ferme infecte, vous dites? C'est une ferme infecte où tout était fait pour être horrible. Les fenêtres des dortoirs donnaient sur la bergerie avec les moutons qui sentaient très mauvais, ou les poulets, quoi. Donc, ils m'ont engagé pour faire toutes les semaines sur le plateau un invité. Ça a été vu comment dans le milieu, ça? Quel milieu? Le vôtre, le milieu de la jet set, les pas mondanités. le milieu de la mafia, quand même. Non, le monde un peu jet set, tout ça, ça a été bien vu que vous fassiez ça ou ça a été mal vu, sincèrement? Déjà, je crois que Massimo Mogargia fasse ça, ça a été mal vu. Hein, ça oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour y aller. En revanche... à votre avis, quelle mouche l'a piqué? L'argent? Oui, l'argent. Mais enfin, même son personnel à lui, son majordome, ne comprenait pas qu'est-ce qu'il était allé faire dans cette galère. Et d'ailleurs, lui, s'en est mordu les doigts très rapidement. Il s'est fait porter pâle par son médecin et il s'est fait sortir de la ferme. C'est une erreur qu'il a fait, Massimo Mogargia, en allant dans la ferme célébrité? J'en suis persuadé. Pour quelle raison? Après, il a perdu cette ferveur qu'il avait dans le milieu de la jet set? Mais ça ne lui a servi en rien. Ça l'a plutôt desservi. Ça a abîmé son image. Maintenant, son image, est-ce qu'elle était vraiment... Est-ce que la vôtre, ça l'a abîmé aussi? Non, pas du tout. Moi, j'étais journaliste. J'étais pas un candidat de télé-réalité. Et quand ils m'ont proposé de participer à l'émission quand même, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien aller comme guest pendant une semaine, tout comme De Chavannes avait fait guest dans une autre émission de la même manière. Votre personnalité, je voulais faire un petit clin d'œil surtout à sa famille, parce que moi j'aimais beaucoup cette femme. Et elle nous a quittés, et c'est vrai qu'elle était dans votre milieu. C'est Hermine de Clermont-Tonnerre qui nous a quittés malheureusement. En plus, c'est une mort totalement tragique. Oui. Une mort bête, quoi. Une mort bête. Elle avait déjeuné chez des amis qui avaient une moto. Ah, c'est des amis à vous? Ah non, moi je ne les connaissais pas. Ah, d'accord, ok. Mais elle avait déjeuné chez ses amis et je crois qu'elle avait peut-être un petit peu arrosé le déjeuner. Puis, dans l'enthousiasme de découvrir une moto qui était super belle, elle a voulu en faire. Le casque était peut-être pas très bien attaché. Le moteur était peut-être débridé. Et elle s'est pris un arbre de plein fouet. C'était terrible, je dois dire. Ça a été un gros choc pour tous ceux qui l'aimaient, parce que c'était sa famille, ses enfants. C'est une fille formidable. Hein. Et bon, je suis encore très, 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 très ami avec le papa de ses enfants, et ses enfants qui sont venus me voir il y a très peu de temps à la campagne. Je l'ai vu allongé dans un coma à l'hôpital une semaine avant qu'on la débranche. Elle a été débranchée. Je pensais qu'elle était partie aussitôt, moi. Non, elle est restée. Donc c'est un choix de la famille, quand même. Elle est restée 1 mois dans le coma, et puis à un moment donné, les médecins disent, vous savez, elle ne va pas revenir, hein, donc il faut la débrancher. Et, ils prennent la décision. Donc vous avez été la voir, quand même. Le père de ses enfants m'avait dit, si tu veux la voir une dernière fois... Bon, donc je suis allé, je l'ai secoué, je lui ai dit, t'as intérêt de t'en sortir parce qu'ils vont te débrancher, cocotte. Ça n'a pas marché. Hermine de Clermont-Tonnerre, on embrasserait fort sa famille. Moi, j'aimais beaucoup cette femme qui était très, très joyeuse, un petit peu folle, quoi. Oui. Les questions cash. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Allez, les questions cash, on y va avec cette question. Quand on s'appelle Emmanuel de Brandt, combien on a gagné au maximum de sa carrière, quand ça cartonnait? Est-ce qu'on peut parler de 20, 30 000 euros par mois? Sincèrement. Non, on doit pouvoir parler de 20 peut-être. 20 000 25 peut-être. 25 000 euros par mois? Oui, 25 peut-être. Oui. Là, ça, c'était Vogue? Non, ça, c'était quand j'avais 15 jobs à la fois. Je travaillais à la radio, à la presse écrite, dans des quotidiens, dans des hebdos, dans des mensuels, à la télé et ailleurs. Donc, à cette époque-là, je gagnais très, très bien ma vie. Combien vous avez pris pour la ferme célébrité? Alors finalement, comme je n'étais pas candidat, je n'ai pris que 7 000 pour la semaine en guest. C'est déjà une belle somme. Voilà, en guest. Et puis, je ne sais plus combien je prenais, peut-être 1 000 par émission. D'accord, 1 000 par émission. Pékin Express, est-ce que c'est bien payé?
Pékin Express, c'est le même système. C'est de la télé-réalité. Donc, quand on est venu me voir en me disant il y a un Pékin Express célébrité qui se monte, c'est beaucoup moins dur que le vrai Pékin Express. Ah, c'est moins dur pour les personnalités? Oui. On avait une nuit où il fallait qu'on trouve un endroit où dormir. Et l'autre nuit, c'est la prod qui nous mettait dans un 4 étoiles. Ah oui, d'accord. Ah, bah, je savais pas ça, moi, cette histoire. Tiens, ben voilà, je te le révèle. Et, ah, mais donc c'est un peu pipé quand même quand non, c'était quand même galère. Hein. Et puis, moi, j'ai quand même perdu 7-8 kilos. Hein. Ah, vous avez perdu 8 kilos avec le... On ne mangeait pas. On courait en permanence. On attrapait un maïs cuit sur le bord de la route. Et on sautait dans un camion. Oui. Non, donc, je pense que c'est pareil. Ils m'avaient proposé une somme que j'avais considérée comme ridicule. Je leur avais dit. Et ensuite, au bout de la négociation, je ne sais plus, ça a dû monter, oui, autour de... 10 000 euros. Hein? 10 000 euros à peu près. Quelque chose comme 10 ou 15 000 euros, je ne sais plus, hein, ça remonte à loin. Mais j'avais aussi imposé que je puisse avoir mon propre coéquipier et que ce ne soit pas la production qui me mette en tandem avec quelqu'un. Mais vous savez vous vendre, hein, vous êtes fort. Hein. Mais je négocie, c'est tout. Hein. Ouais, vous avez raison, il ne faut pas se faire avoir. Hein. C'est pas moi qui demande, c'est eux qui demandent. Vous avez raison. Chercher. Donc, s'ils me veulent, c'est sous certaines conditions. Est-ce qu'il y a des people pique-assiette? Des stars pique-assiette? Est-ce que vous en avez vu? Stars pique-assiette? Oh, il y en a toujours eu, oui. Il y en a qui font de la peine à voir. Je me souviens d'une femme, je ne vais pas dire son nom, mais qui serait allée à l'ouverture d'une enveloppe. Hein, donc, un cocktail, un machin, c'était tout de suite, il fallait qu'elle y soit. Et elle s'est fait refouler de la nuit des Césars. Pourtant, elle était arrivée, elle avait été une James Bond girl, donc elle considérait qu'elle était encore connue, etc. Et elle s'est fait refouler, elle est partie en gueulant contre le système, dans la rue. Ça m'a fait de la peine pour elle. James Bond girl, mais je connais ça. Oui, oui. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Merci beaucoup, Emmanuel Debrante, d'être venu dans cette émission parler un petit peu de vous. Donc aujourd'hui, vous faites quoi pour terminer? Alors aujourd'hui, je gère 3 sociétés. J'organise un rallye automobile qui s'appelle le Vendôme 80, qui se décline avec des total looks, et c'est très marrant. Années 80, 60, 90, années 2000 bientôt. Et puis j'anime une association de parents d'élèves dans la petite école de mon fils, une association de promotion de l'excellence française. Vous gagnez toujours bien votre vie? Je suis conseiller municipal. Je m'occupe. Vous gagnez toujours bien votre vie? Je gagne très mal ma vie, c'est-à-dire que j'ai réduit la voilure au plus simple, et donc au fond... Très mal ma vie, c'est combien? Très mal ma vie, c'est-à-dire ça doit tourner autour de 40 000 par an. D'accord. Par rapport à ce que j'ai connu, c'est très mal. Ça vous fait combien par mois, ça, 40 000 par an? Ben voilà, moi, je parle... Ah ouais, mais moi je parle pas en années comme ça. J'ai jamais compris les gens qui parlaient en années. Voilà. Ça, c'est parce que tu es jeune. Oui, mais ça veut rien dire pour nos téléspectateurs, parce que 40 000 euros par an... Oui, ça fait 3 200 € à peu près par Oui, c'est ça. C'est un beau salaire, quand même. C'est un bon salaire, mais enfin, c'est pas un salaire d'abord, c'est des investissements qui marchent. Donc, c'est beaucoup de travail pour arriver à dénicher des sociétés quand elles ne sont pas connues et qui présentent éventuellement une promesse de revenus. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Voilà, ce sont des choses... Donc pour vous, c'est pas bien. Merci beaucoup, cher Emmanuel Debrante. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. On se retrouve nous demain avec une nouvelle émission. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Ciao.